Bonsoir. On va vous laisser vous installer tranquillement. Alors, merci à tous et à toutes d'être présents ce soir pour la présentation de l'exposition Art et Handicap, 4 parcours singuliers, proposée par l'association Personne Image, que nous avons vraiment le grand plaisir d'accueillir et de recevoir ce soir. Alors, l'association, juste en quelques mots, j'imagine que vous connaissez, mais je vais en dire quelques mots rapidement. C'est une association qui a été créée il y a plus de 40 ans, qui accueille chaque année en Ile-de-France plus de 300 participants en situation de handicap dans des ateliers d'expression artistique, donc d'art plastique, de danse, de théâtre, etc., et qui sont animés par des artistes professionnels. Et de nombreux participants de ces ateliers démontrent, donc, comme vous avez pu le voir pendant la visite commentée, des capacités créatives et picturales saisissantes qui mêlent souvent une approche naïve, une personnalité entière et sans filtre, et une gestuelle parfois obsessionnelle, comme on a pu vous l'expliquer également pendant la visite. Alors nous avons 4 intervenants ce soir avec moi, qui vont chacun développer leur approche et leur connaissance sur ce sujet. Je vais vous présenter peut-être chacun votre tour avant de vous donner la parole. Je ne sais pas s'il y en a un qui désire commencer. Moi, j'avais Madame Catherine Leboire en premier. Voilà, donc vous êtes artiste rebonsoir. Vous êtes artiste animatrice de longue date et de grande expérience chez Personne Image. Et 2 des artistes exposés ce soir ont participé à vos ateliers. Oui, même 3, parce que je considère que je connais quand même Alexandra, qui a été dans mon atelier la première année quand j'ai commencé Personne Image. Voilà, oui, ça fait une 15aine d'années que je suis à Personne Image. Est-ce que vous pouvez du coup nous parler un petit peu de la philosophie de Personne Image et du travail que vous faites en tant qu'artiste animatrice ? Alors, la philosophie de Personne Image, dépasser son handicap par l'expression artistique. Donc, on fait des ateliers d'expression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, expression, s'exprimer? C'est laisser les personnes libres de faire leur propre choix, de décider ce qu'ils voudront faire, de la peinture, du pastel. Voilà. C'est vraiment la libre expression. Et c'est de ne pas accompagner sans trop intervenir. C'est de... comment dire, vous avez constaté dans l'exposition 4 parcours vraiment singuliers. Vraiment, ils sont totalement différents tous les 4. Eh ben, c'est ce que permet justement les ateliers Personne Image. C'est que chacun puisse s'affirmer avec son propre style. Alors évidemment, le style, il ne va pas arriver comme ça, on va le chercher, on va tâtonner, on va expérimenter. Le participant lui-même va faire ses propres expériences, ses tentatives, ses ratages et tout ça. Moi, je vais tester aussi au début quand j'arrive avec un nouveau participant. Donc, on va tous se mettre en mode petit laboratoire d'expérience. Et en fait, au vu des observations qu'on va faire de nos résultats et tout ça, eh ben, le participant va faire ses propres choix et va choisir une voie, voilà, qui l'intéresse de suivre. Et moi, je vais l'accompagner là-dedans. Mais je vais essayer de m'effacer au plus possible pour pas parasiter avec ma propre esthétique, avec, vous voyez, mes propres concepts artistiques. Non, je vais rester très, très ouverte, m'effacer le plus possible pour que la personne soit libre et s'exprime. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Du coup, donc j'imagine que vous avez déjà développé sur Personne Image pendant la visite. Je peux passer à madame à côté. Vous êtes Baya Smiley. Vous êtes la directrice de l'association Deux mondes et un même droit à la culture, qui a confié à Personne Image un atelier d'art plastique pour ses adhérents. Il s'agit d'une association de parents d'enfants autistes. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler de comment l'expression artistique contribue à l'épanouissement des personnes en situation de handicap psychique et les aide à progresser dans leur vie ? Oui, donc l'association, je vais juste refaire une petite rétrospective très courte. Bien sûr. Donc l'association est née en 2013 à l'initiative de parents, donc entre autres moi avec une autre maman, où on en avait assez d'emmener nos enfants à des activités pour pouvoir les inscrire à des activités culturelles et sportives.
Et à chaque fois, au bout de 5 minutes, qu'on nous dise bon, non, c'est pas possible, on peut pas garder votre enfant, on n'a pas le taux d'encadrement suffisant, etc. Et donc de là, on a décidé donc de créer donc notre association. Moi, ayant un parcours donc de travailleur social et donc l'autre maman donc étant enseignante, on s'est lancé dans l'aventure. Et ça a été vraiment une grande aventure et en même temps quelque chose de beau puisque voilà, depuis 2013, on a développé l'association, on a mis en place plusieurs activités justement adaptées qui puissent répondre à leurs besoins, ce qui permet donc aux jeunes, voilà. Bon, au départ, c'est vrai que c'était plus pour des personnes autistes, mais maintenant on s'est ouvert donc à d'autres, à d'autres handicaps, voilà, surtout mentaux parce que physique, on peut pas, on n'a pas les locaux aussi adaptés, mais voilà, donc on a diversifié aussi le public. Et donc le but, c'était surtout d'apporter aussi des activités aussi très avec des professionnels formés sur le handicap. C'était vraiment quelque chose de très important pour nous. Voilà, pas de proposer des activités pour proposer des activités, mais avec des vrais professionnels qui soient formés dans le champ du handicap. Et voilà. Et donc, en cherchant, je suis tombée donc sur l'association donc Personne Image et en lisant donc excusez-moi, je suis perdue. Les engagements, les valeurs surtout. Et je me suis dit, voilà, c'est l'association qu'il nous faut pour nos activités. Et puis de là, voilà, nous avons fait appel. Et Catherine nous accompagne dans cette aventure depuis 2014. Hein. Voilà, parce qu'on ne peut plus se passer d'elle. Alors, excusez-moi, mais je sais que quand vous venez en atelier, vous dites toujours « Ah, mais un tel il est de plus en plus autonome et tout ça. » L'autonomie, hein, c'est très, très important pour vous. L'autonomie, elle vient du fait que dans l'atelier d'expression, la personne est considérée comme non pas seulement actrice, mais sujet, acteur, qui va vraiment décider et faire ses propres choix. Donc forcément, à l'atelier d'expression, la personne, elle est autonome. Oui, tout à fait. Donc, en fait, les activités, voilà, entre autres, donc l'atelier, c'était à la fois pour développer donc l'expression, voilà, de chaque jeune que l'on accueille, mais en même temps, voilà, de pouvoir aussi développer aussi d'autres compétences aussi sociales à côté qui pourraient leur servir, bien sûr, dans leur vie aussi quotidienne. Et d'ailleurs, c'est vrai que dernièrement, j'ai été très surprise par Ryan quand je suis descendue à l'atelier, parce qu'en fait, en même temps qu'il y a l'atelier, moi j'ai une permanence pour les parents où on fait de l'accompagnement aussi administratif et puis on a aussi un groupe de parole avec une psychologue. Mais donc j'ai été très surprise de le voir et c'est vrai que Catherine, elle a surtout pas intérêt d'être en retard, hein, parce que si elle se dépêche pas de poser le matériel, Ryan, il se lève et il va chercher son matériel pour commencer à travailler. Il veut pas perdre 5 minutes. Hein. Donc ça c'est juste extraordinaire. Il arrive à l'atelier, Ryan, avec animé d'une certaine agitation, une certaine urgence de peindre. Tout à fait. Et donc d'ailleurs ce soir, il y a donc deux jeunes aussi qui faisant partie de l'atelier, qui sont venus pour le soutenir aussi et qui ont très bien compris les enjeux de cette exposition. Et voilà, ils peuvent voir après leur travail, comment ça peut aboutir. Donc oui, donc on continue donc l'atelier. Actuellement, on a 7-8 jeunes à peu près. Et sur plus de la moitié, oui, sont là depuis 2014. Hein. Donc oui. L'évolution et la progression. Oui, c'est pour ça aussi qu'il y a une belle évolution. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Pour poursuivre les présentations, donc, Romain Bataille, vous êtes directeur de l'EAM Anne Bergugnon, qui est une association d'œuvres d'avenir qui regroupe plusieurs foyers d'accueil de personnes en situation de handicap. L'EAM Bergugnon accueille 2 ateliers Personne Image dans ses locaux, en art plastique et en musique. Et donc, c'est là, je crois, qu'a été conçue l'œuvre collective, si je ne me trompe pas. Oui, au-dessus de l'ascenseur. C'est ça. Alors, EAM, établissement d'accueil médicalisé. Bon, il en fallait un qui représente l'institution, le côté, la sphère professionnelle. Bon, d'abord, moi, je suis très content de l'invitation, de la participation à cette table ronde. Elle me permet de lancer le mois parisien du handicap avec vous. Alors, ce matin, il y avait une réunion à la mairie centrale. Handicap, ville et handicap, justement, dans le cadre du mois parisien. Moi, je leur ai rappelé que c'était 12 mois dans l'année, quoi. Hein. Voilà. Et bon. Et il y avait notamment le sujet de l'inclusion, voilà, qui est très, très à la mode. Alors, moi, je représente l'institution, là, ce soir. Alors, aujourd'hui, on nous dit désinstitutionnalisation et inclusion. Alors,
désinstitutionnalisation ne veut pas dire fermer les institutions. Hein. Voilà, je vous rassure, parce que certains, on pourrait l'interpréter comme ça. C'est plutôt traduire une ouverture d'esprit, une ouverture du lieu de vie, sortir de l'établissement, mais faire rentrer aussi des personnes extérieures dans l'établissement, dont des artistes, dont voilà, d'autres personnes. Et c'est exactement le cœur du projet, la coopération avec Personne Image. Quel que soit le support. Les arts sont très présents. Ce sont des personnes déficientes visuelles, vous l'avez dit Catherine tout à l'heure, avec des troubles associés quand même importants, et puis elles sont vieillissantes, ces personnes historiques. Et l'établissement est dans le 14e arrondissement, au 88 avenue d'Enfer Rochereau, je fais un peu de promo quand même. Donc c'est l'association Œuvres d'Avenir qui gère 8 établissements et services à Bourg-la-Reine et Paris. On a ouvert un nouvel établissement donc il y a un an, et on accueille des personnes beaucoup plus lourdement handicapées, en situation de multi-handicap, où là, vraiment, au départ, on s'est dit, waouh, comment on va entrer en communication, qu'est-ce qu'on va faire, arriver à décoder, qu'est-ce qui va les intéresser, stimuler, et c'est clairement ce que vous avez fait là. Et waouh, et puis non, mais vraiment, et puis le groupe s'est ouvert, le groupe voilà, vit d'une certaine manière, chacun vit à sa façon. Alors tiens, l'inclusion, encore la veille. C'était Denis Pifto, je ne sais pas si ça vous parle, qui a fait un rapport sur... Oui. Voilà, et ben Denis Pifto, il était chez nous là, hier matin. On a passé 2 heures ensemble à discuter, et les mots, c'était l'inclusion, c'était l'autodétermination, être acteur. Alors vous me donnez toutes les billes là, en démarrant. Sujet acteur, c'est exactement ça. Dans l'institution, hors de l'institution, je suis acteur. On ne fait pas à la place d'eux. Voilà. On fait à côté d'eux. Bon, ça c'est le truc des travailleurs sociaux, on l'apprend en formation, mais ça se perd dans la pratique. Et bien on est vraiment là-dedans. Et Catherine, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous faites partie de l'équipe, parce que moi je vous vois comme ces professionnels de l'accompagnement. Vous avez cette posture-là, cette écoute, cette attention, cette patience, et vous arrivez à les stimuler et à leur faire faire, à créer des choses à leur manière, à leur rythme. Super, très belle collaboration, très belle rencontre. Alors moi je suis arrivé qu'en 2016, voilà, mais c'était déjà en place. Il y avait avec Personne Image, hein, parce que il y a Personne Image dans nos murs, mais on a aussi la mosaïque à Personne Image. Voilà, on a des résidents qui quittent l'institution et qui passent du temps dans les ateliers. Donc merci beaucoup. On continue bien évidemment. Merci de m'accueillir. Hein. Ouais, et puis. Ben c'est super, c'est important. Et les arts sont vraiment présents, vous l'avez vu dans le nouvel établissement, parce que tous les étages, on a décliné les arts majeurs des gueules, et on continue. Hein. Et puis on sera très actifs durant le mois parisien avec vous, et puis sur d'autres... On prévoit une exposition chez vous, hein? Ouais, le 16. Je sais, c'est ça, absolument. Merci beaucoup. Et enfin, pour finir ce tour de table, Bernadette Grosieux, vous êtes la présidente de l'association EGART, dont la mission est, je cite, de faire connaître et reconnaître par les milieux artistiques et culturels des artistes pour lesquels l'accès à ces circuits est rendu difficile du fait de leur situation de fragilité, en particulier les personnes en situation de handicap psychique. Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de votre association EGART. Alors, effectivement, merci déjà de me recevoir. Je suis ravie d'être avec vous. Et effectivement, quand j'ai fondé cette association EGART pour un égal accès à l'art, j'ai pensé qu'il y avait de la place dans le territoire culturel et artistique et médico-social pour un agent d'artiste qui tout simplement avait le rôle de créer un pont entre ces lieux d'expression artistique et le monde de l'art au sens du marché de l'art. Car un jour, alors j'ai 2 casquettes, je dirige des établissements médico-sociaux pour personnes en situation de handicap, et j'ai l'habitude de dire que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap mental qu'on a du talent, mais ça n'est pas parce qu'on est en situation de handicap mental qu'on n'en a pas. Bon, c'est très partagé comme prise de position, mais il y a 10 ans, j'ai rencontré dans un des ateliers d'expression artistique où je travaille, en tant que directrice générale, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle François Peter et qui était un artiste extraordinaire, qui passait son temps à peindre, qui avait une posture artistique, qui ne parlait pas, qui ne comptait pas, qui ne lisait pas, mais qui était vraiment un peintre dans l'âme, absolument merveilleux. Et je me suis dit que
il était très reconnu dans notre institution, il était très reconnu dans les milieux médico-sociaux, et je me suis dit que c'était pas normal qu'il ne soit pas reconnu dans les milieux artistiques et qu'il n'ait pas aussi la possibilité de passer du statut d'usager à un statut d'artiste. Et là, j'ai fondé avec des amis mutualistes cette association qui me permet aujourd'hui d'employer 2 personnes, Marie Giraud et Mathilde Fabry. Mathilde est là dans la salle. Et donc, j'en suis la présidente. Et nous avons cette mission que d'accompagner des personnes en situation de handicap mental qui, quand elles sont des artistes, quand elles ont une œuvre à défendre, peuvent être accompagnées dans un parcours, je dirais, qui prend un peu le relais à l'institution et qui est un parcours de vente d'œuvres, de reconnaissance d'œuvres par des galeries, des collectionneurs ou des musées. Alors, nous avons des processus extrêmement précis, extrêmement réfléchis, car ça n'est pas si facile que de rentrer dans ce monde. On vous regarde de haut. Bon, c'est vraiment extrêmement fermé, mais on s'y est attelé. Et si vous voulez, je vous raconte un petit peu. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on fait des appels à candidature et des personnes en situation de handicap, quand elles ont une œuvre à défendre, se positionnent. Et là, nous avons un jury qui sélectionne les œuvres dont on pense qu'elles ont une place sur le marché de l'art. Je ne dis pas que ce sont des œuvres qui sont plus talentueuses que d'autres ou plus intéressantes que d'autres. Je pense que, personnellement, je trouve tout intéressant. Mais c'est ridicule de penser que tout a une place sur le marché à un moment donné. C'est conjoncturel. Et donc là, le jury dit, ouais, il y a une œuvre où c'est pas abouti, c'est pas le moment, et on passe un contrat avec cette personne qui devient non plus un usager, mais un artiste à part entière. Alors bien sûr, si il y a un tuteur, c'est évident que le contrat se passe avec le tuteur, mais nous avons des principes et le contrat se passe avant tout avec la personne qui veut montrer et qui veut vendre. Et là, je rencontre la personne et même si le tuteur souhaite un positionnement artistique, si la personne me manifeste pas un intérêt pour cette démarche artistique, nous ne passons pas le contrat. Voilà. Donc ça, c'est simple. Alors, c'est d'abord donc un contrat de confiance. Ensuite, on vend les œuvres, on les présente à des galeries, on les présente à des musées, on a des success stories magnifiques, notamment 2, avec des personnes qui maintenant sont conservées dans des musées et qui ont augmenté leur cote magnifiquement parce que collectionnées par des fonds et par des collectionneurs. Bon, on a 2 très belles histoires sur 14, nous n'avons que 14 personnes dans notre écurie. Et ce que l'on vend n'est absolument pas un mode de fonctionnement, une source de fonctionnement du budget de l'association, puisque ça représente 0,5% de notre budget de fonctionnement. Parce que pour vendre et pour, en gros, trouver de quoi payer 2 personnes et fonctionner une année, voilà, c'est pas la vente d'œuvres d'artistes inconnus qui va nous rapporter quelque chose. Mais malgré tout, par principe, on prend une part de la vente. Quand il y a des galeries, c'est différent. Et quand c'est nous qui vendons, c'est également différent. En général, c'est 50% ou 40% quand il n'y a pas de galerie. Et quand il y a une galerie, on partage avec la galerie. Alors, tout au long de notre... Et là, je pourrais peut-être vous dire, tout au long de notre histoire, on a développé tout un thésaurus sur des questions bien précises. À qui appartient l'œuvre ? La question du secret médical, j'ai beaucoup apprécié la note biographique que vous avez faite d'une de vos artistes, où nous avons pris position notamment avec l'ADAGP, qui consiste à dire que d'un artiste en difficulté mentale n'a pas sur un cartel à exposer son problème psychique ou médical s'il ne le souhaite pas.
Voilà. Donc, on prend des positions comme ça, très très précises, avec des juristes, avec des philosophes, avec des sociologues. On définit l'œuvre de collaboration, l'œuvre participative, l'œuvre personnelle, le droit de reproduction, le droit de suivi. Et nous avançons comme ça dans ce monde de l'art. Alors, on est des vilains petits canards, hein, parce qu'on vient du médico-social, on défend les personnes. Vous avez lu peut-être dernièrement dans Le Monde un article qui a fait beaucoup de bruit qui s'appelle du rififi dans l'art brut. On prend des positions sur l'art brut. Personnellement, moi je dis que l'art brut n'existe pas, car on n'a pas à qualifier l'œuvre à partir de la qualité de la personne, mais plus à partir de la qualité de l'œuvre. Donc on est là depuis 10 ans dans ce monde comme des gens un peu particuliers, mais on se défend, c'est difficile. On essaie de tenir notre rôle de défense des intérêts de ces personnes pour qu'elles passent d'une pratique amateur à une pratique professionnelle. Voilà ce que c'est qu'Égard pour un égal accès à l'art. Et bien sûr, je peux répondre à vos questions. On a un site, on a des guides et je peux vous les envoyer gratuitement, bien sûr. Et on est soutenu par de nombreuses mutuelles. On n'est pas soutenu pour l'instant par le ministère de la Culture, on essaye, c'est compliqué. On essaiera également par le ministère de la Santé et du Handicap, on verra. 10 ans de vie et on n'est pas sûr de continuer chaque année. J'ai pris la parole beaucoup, donc non, mais il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour ces présentations.